Cette provocatrice prend son bain en toute quiétude. Pourtant, à 91 ans, Brigitte Bardot demeure un personnage d'une complexité farouche, une véritable énigme. Bien loin de l'image de la starlette docile des années 60, elle s'est construit une réputation de combattante qui n'a jamais hésité à pulvériser publiquement celle qui osait défier ses convictions les plus radicales. Derrière la façade du mythe se dissimule une vérité bien plus abrasive. Il faut comprendre que Bardot n'a jamais eu la moindre crainte de montrer les crocs. Qu'il s'agisse des actrices les plus célèbres ou des intellectuels les plus considérés, personne n'a jamais été à l'abri de ces offensives verbales, souvent considérées comme étant d'une brutalité stupéfiante. Ce documentaire se propose de sonder les fissures d'une icône légendaire qui se sert de ses paroles comme d'une arme pour détruire tout ce qu'elle exècre. Néanmoins, ce qui rend cette énumération absolument passionnante ne tient pas seulement au prestige de ses cibles, mais bien à l'identité de la sixième femme. Celle-ci n'évolue ni dans le milieu du cinéma, ni dans l'industrie de la musique, mais bien au sommet le plus impressionnant de l'appareil d'État. Le fait que son nom figure sur cette liste noire a littéralement abasourdi la nation française tout entière. Suivez-nous, car cette plongée au cœur des fureurs de Bardot dépasse de loin le simple scandale. C'est le portrait d'une femme qui a toujours refusé de se soumettre au silence, quel qu'en soit le coût. Le spectacle peut commencer. En première position, Sophia Loren, une autre figure emblématique, une autre divinité incontestée du grand écran. Si Brigitte Bardot régnait sans partage sur la France grâce à son audace sauvage, Sophia Loren, elle, incarnait une Italie éclatante, une sensualité méditerranéenne faite de formes pulpeuses et d'une distinction qui semblait éternelle. De prime abord, absolument rien ne laissait penser qu'un jour un fossé pourrait se creuser entre ces deux géantes du cinéma européen. Elles constituaient en quelque sorte les deux facettes d'une même médaille, toutes deux constamment photographiées, idolâtrées et élevées au statut de légendes vivantes par des millions d'admirateurs. Et pourtant, en 1994, une simple image imprimée sur du papier glacé allait suffire à déclencher l'une des colères les plus retentissantes de Bardot. C'est au cours de cette année que Sophia Loren associe son « image à la maison de haute fourrure Annabella ». Sur le visuel publicitaire, elle apparaît absolument éblouissante, enveloppée dans un somptueux manteau de vison de couleur sombre. Pour l'écrasante majorité du public, il ne s'agissait que d'une campagne de mode de plus, un simple symbole de statut social élevé. Pour Bardot, en revanche, c'était une forfaiture inexcusable, une véritable insulte à la notion même de la vie. Restant fidèle à sa stratégie de confrontation directe, elle n'envisagea à aucun moment un dialogue en privé. Elle s'empare de sa plume afin de rédiger une lettre ouverte, une charge d'une rare acidité publiée dans les médias du monde entier, où chaque terme était soigneusement pesé pour humilier. Bardot y écrit cette phrase percutante, devenue depuis un des slogans de la cause animale portée de la fourrure, c'est porter un cimetière sur ses épaules. Cette offensive se révèle d'une agressivité tout à fait exceptionnelle. Elle y accuse sans le moindre détour sa consoeur italienne de prêter un visage séduisant à la barbarie, de dissimuler l'agonie des animaux sous des apparences de luxe et d'opulence. Ce scandale a provoqué une profonde division dans l'opinion publique. Les admirateurs de Loren se sont sentis profondément offensés par ce manque de délicatesse, tandis que les partisans de Bardot ont loué son courage d'avoir brisé la loi du silence du show business. Quant à Sophia Loren, en accord avec sa personnalité quasi royale, elle n'a jamais daigné répondre publiquement à ses attaques. Utilisant le silence comme une arme et son immense fierté comme une armure, toutefois, la résonance de cet affrontement a laissé des cicatrices indélébiles. Par cette première charge médiatique, Bardot transmettait un avertissement très explicite au reste du monde. Elle avait résolument choisi sa voie, celle d'une indignation permanente, et signifiait qu'aucune célébrité, aussi légendaire soit-elle, ne serait désormais épargnée. Numéro 2. Jane Birkin. Ce seul patronyme est suffisant pour convoquer une ère entière, une voix délicate au bord de la fêlure, une apparence androgyne qui a totalement bouleversé les critères de la beauté. Elle était l'inspiratrice de Serge Gainsbourg, la partenaire d'une rébellion feutrée qui venait secouer les conventions de la société bourgeoise. Mais dans l'esprit de Brigitte Bardot, Jane Birkin symbolisait bien plus qu'une simple créatrice. Elle représentait une plaie béante, le rappel incessant d'une sphère intime dérobée puis exposée à la vue de tous. Ce conflit profond et viscéral trouve sa source en 1967, autour d'une composition particulièrement scandaleuse.
la chanson intitulée « Je t'aime, moi non plus ». À l'origine, c'est bien Bardot, alors au fait de sa liaison adultère et passionnée avec Gainsbourg, qui enregistre ce fameux râle d'amour. Cependant, absolument terrorisée par le scandale potentiel et étant mariée à cette période, elle supplie le compositeur de ne jamais sortir cet enregistrement. C'est avec le cœur lourd et une grande réticence qu'il finit par accepter sa demande. À peine quelques mois plus tard, une très jeune femme anglaise vient prendre sa place derrière le micro du studio. La voix murmurée et frémissante de Jane Birkin s'unit alors à celle de Gainsbourg, provoquant une onde de choc en France et propulsant la chanson au rang de phénomène planétaire. Bardot s'est senti profondément floué, comme dépossédé d'une partie de son âme, percevant que cette autre femme lui avait dérobé non seulement sa chanson, mais aussi sa place dans la postérité. L'image de Birkin s'était ainsi immiscée dans le grand récit de la vie de Bardot, mais le duel ne faisait que commencer. Plusieurs années après, un autre objet iconique est venu ranimer cette compétition silencieuse, le célèbre sac Birkin de la maison Hermès. Devenu rapidement l'accessoire de luxe le plus ardemment désiré au monde, il incarnait l'exact opposé de tout ce que Bardot défendait. La militante a alors condamné publiquement l'utilisation de peaux de crocodile et d'alligator pour la confection de ses sacs, s'attaquant de front à l'emblème portant le nom de sa rivale. Pour Bardot, cet accessoire n'était rien de moins que le mariage monstrueux entre la futilité humaine et une souffrance animale inqualifiable. Il émane de ce face-à-face une atmosphère étrangement contradictoire, frôlant même une certaine forme de tragédie. Jane Birkin, incarnation même de la grâce et de la sensibilité, s'est toujours gardée de répondre par l'animosité aux attaques virulentes de Bardot. Toute sa personne respirait une finesse qui tranchait de manière saisissante avec le tempérament volcanique et sans phare de B. Néanmoins, le sort a tissé entre elles un lien indélébile, forgé autour d'une mélodie sulfureuse et d'un accessoire de maroquinerie qui a déchaîné les passions. En s'opposant à Jane Birkin, Bardot s'attaquait à bien plus qu'une simple icône de l'élégance et du glamour. Elle se mesurait en réalité au fantôme de celle qui, par un caprice du hasard ou une volonté du destin, avait ravi sa place sous les feux des projecteurs, exposant au grand jour la douleur d'une idole peinant à accepter son propre déclin. La troisième adversaire se dessinait déjà à l'horizon, et cette fois, le péril n'émanait pas d'une concurrente venue d'ailleurs, mais bien du monstre sacré du cinéma français de sa génération, Catherine Deneuve. Si Brigitte Bardot incarnait l'incandescence, un brasier sauvage et indomptable, dévorant tout sur son chemin, Catherine Deneuve était l'incarnation du givre, une perfection marmoréenne, énigmatique et lointaine, qui provoquait autant l'admiration que l'intimidation. Ces deux icônes représentaient deux facettes radicalement opposées de l'identité française, la première, solaire et pulsionnelle, tandis que la seconde était lunaire et intellectuelle. Leur affrontement symbolique paraissait donc absolument inéluctable. Le déclencheur de cette querelle intestine fut une initiative qui, de prime abord, ne laissait présager aucune animosité. Catherine Deneuve avait consenti à prêter son image pour la campagne de lancement d'un nouveau tissu, le Lorilag, une étoffe de luxe confectionnée à partir de la fourrure de lapin. Aux yeux des créateurs et de l'ensemble du secteur du luxe, il s'agissait d'une avancée textile majeure, un véritable fleuron de l'industrie française. Pour Bardot, en revanche, cela représentait une horreur absolue. Elle, qui avait consacré sa vie à combattre sans relâche l'exploitation animale pour la fourrure, trouvait intolérable qu'un tel soutien provienne de la figure la plus vénérée du 7e art hexagonal. Conformément à son tempérament légendaire, elle lança une pique acérée. Une saillie verbale aussi brillante que féroce qui se répandit comme une traînée de poudre dans tout Paris. Bardot affirma offrir une peau de lapin à la haute couture après avoir incarné peau d'âne. Quelle immense tristesse! L'attaque était d'une intelligence tout à fait diabolique. En détournant le titre du film culte de Jacques Demy qui avait érigé Deneuve au rang d'icône, Bardot parvenait à ternir l'aura féerique de sa rivale. La rattachant brutalement à la réalité sordide de l'élevage en batterie, les médias se jetèrent avidement sur cette controverse, oscillant entre un amusement certain et une profonde indignation. Si certains applaudirent la virtuosité de la réplique, d'autres n'y perçurent que l'expression d'une jalousie amère et non dissimulée. Quant à Catherine Deneuve, fidèle à sa réputation de distance et d'élégance, elle opta pour la même stratégie de défense que Sophia Loren, un silence total et souverain.
Elle refusa de s'abaisser à répliquer, laissant l'affront en suspens tel un écho troublant, mais cette absence de réaction ne diminua en rien la portée de l'attaque. Bien au contraire, son mutisme amplifia la résonance de l'attaque, à travers cette saillie. Bardot ne visait pas seulement une femme, elle s'en prenait à une véritable institution. Elle démontrait ainsi que dans la croisade qu'elle menait pour la cause animale, personne, pas même la figure la plus révérée du cinéma français, n'était à l'abri de ses foudres. C'était une véritable confrontation d'emblèmes, l'ardeur irrépressible s'opposant à la bienséance calculée, l'authenticité sauvage face au raffinement des cercles mondains. 4e sur la liste, Simone de Beauvoir. Après les paillettes du cinéma et les déchaînements du rock, l'inventaire de ses rivales prend une direction surprenante, presque purement intellectuelle. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'une vedette qui en affronte une autre, mais bien de l'une des penseuses les plus influentes du XXe siècle, qui pose son regard analytique sur le phénomène Bardot. À la fois philosophe, romancière, icône incontestée du féminisme international et partenaire de vie de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir symbolise une exigence intellectuelle radicale, se situant aux antipodes de la sensualité spontanée et de la primauté du corps qu'incarne Bardot. De prime abord, un gouffre abyssal semble séparer l'intellectuel de Saint-Germain-des-Prés de la sirène hédoniste de Saint-Tropez. Leurs trajectoires sont pourtant entrées en collision de manière fracassante en 1959, non par une rencontre physique, mais par l'intermédiaire d'un écrit qui a depuis acquis un statut légendaire, le syndrome Lolita. Au sein de cet essai, Simone de Beauvoir procède à une analyse approfondie et détaillée de ce que représente l'ouragan Bardot. Elle y dépeint la jeune comédienne comme une représentation inédite de la femme moderne, un cocktail détonnant mêlant candeur juvénile et provocation sensuelle pleinement assumée. C'est un être qui s'affranchit totalement des conventions et des codes de la société bourgeoise de l'époque. Toutefois, sous l'écriture incisive de la philosophe, ce tableau n'a rien d'un éloge. Il s'agit plutôt d'une analyse chirurgicale, d'une objectivité presque glaçante. Simone de Beauvoir n'évoque pas une femme dans sa complexité, avec ses sentiments et ses paradoxes, mais bien la manifestation d'une construction socio-culturelle. Son analyse de Bardot s'apparente à celle d'un entomologiste étudiant un spécimen de papillon rare, méticuleusement épinglé sur une plaque de liège pour observation. Aux yeux de Brigitte Bardot, cet écrit a été ressenti comme un jugement sans appel, une forme de déshumanisation qu'elle a jugée absolument intolérable. Se voir réduite à l'état de concept d'archétype sociologique par le prisme de l'intelligentsia parisienne équivalait pour elle à une dépossession de sa propre âme. Simone de Beauvoir l'avait en quelque sorte cristallisée dans une représentation qui lui échappait totalement, la confinant au sein d'un carcan de concepts et de théories bien plus implacables que les véritables barreaux d'une geôle. Bardot s'est battu sa vie durant pour se défaire de cette classification, se percevant comme chosifié, transformé en objet d'étude, une entité publique soumise à une vivisection intellectuelle au nom d'une idéologie. Il n'y eut cependant jamais d'affrontement direct entre les deux femmes. Bardot s'est abstenu de toute insulte personnelle envers la philosophe, et de son côté, Beauvoir n'a plus jamais publiquement mentionné le nom de l'actrice. Pourtant, un gouffre insondable et muet s'est progressivement formé entre les deux femmes. D'un côté, l'intellectuel qui analyse avec une certaine distance, de l'autre, l'instinctif qui vit mal ce regard scrutateur, avec l'intervention de Simone de Beauvoir. La querelle change totalement de dimension. On dépasse désormais les simples différends liés à la mode ou aux rivalités sentimentales. Il s'agit d'un affrontement idéologique, d'une portée quasi métaphysique, opposant deux conceptions radicalement différentes de la féminité, une analyse perçue par les uns comme brillante, tandis que les autres y verront une simplification aussi injuste que blessante. Et c'est au cœur de cet abîme de malentendus que se révèle l'entière tragédie de Bardot, celle de sa condition, d'une icône universellement reconnue en apparence, mais dont personne, y compris les intellectuels les plus éminents, n'a jamais réellement tenté de saisir la complexité profonde. Numéro 5, Marianne Faithfull, figure emblématique du rock, muse des Rolling Stones, et rescapée des abysses de la gloire et du désespoir. Son timbre de voix, à la fois éraillé et caverneux, porte en lui les cicatrices indélébiles d'une existence brûlée par les deux bouts. Entre une gloire fulgurante et les excès les plus sombres, un univers à 1000 lieues de l'éclat solaire de la Côte d'Azur.
A priori, absolument rien ne paraissait pouvoir connecter cette figure de l'aristocratie rock britannique au parcours tumultueux avec l'icône française, Brigitte Bardot. Cependant, leurs trajectoires respectives, façonnées par la célébrité et un goût commun pour la provocation, étaient vouées à se percuter violemment, modifiant radicalement la dynamique habituelle. Car pour une fois, ce ne fut pas Bardot qui dégaina la première, mais bien Marianne Faithfull elle-même qui prit l'initiative de l'offensive. Au cours d'un entretien au début des années 2000, Faithfull, réputée pour son verbe acerbe et son absence totale de censure, a lâché une phrase qui a provoqué une véritable déflagration dans le paysage médiatique. Sa déclaration fut aussi directe que méprisante. De toute manière, il est de notoriété publique que Bardot est une parfaite idiote. La sentence, lapidaire et sans la moindre nuance diplomatique, était d'une brutalité rare. Qualifier ainsi une légende nationale d'idiote revenait à transgresser un tabou quasi religieux. Pour Bardot, qui avait toujours eu l'habitude de mener l'offensive, encaisser une attaque aussi directe fut une expérience déstabilisante. Tel un reflet cruel renvoyé par une de ses pairs, lui infligeant une humiliation publique. Mais d'où provenait une telle animosité, une telle déferlante de mépris ? Peut-être Faithfull percevait-elle en Bardot l'incarnation d'une célébrité superficielle, une personnalité devenue prisonnière de son image publique et de ses propres fixations. Il est également possible que les prises de position politiques et sociales, très marquées, de Bardot, fréquemment qualifiée de réactionnaire, aient violemment heurté les convictions d'une artiste impliquée dans de toute autre lutte idéologique. Quelle que soit la raison, cette charge frontale a mis en lumière un angle mort du mythe Bardot, celui d'une personnalité non seulement redoutée pour ses coups de sang, mais aussi profondément méprisée par une partie de ses contemporains. Naturellement, les médias se sont délectés de cette saillie assassine, nourrissant d'innombrables débats. Fallait-il y voir l'expression d'une jalousie ou l'écho d'une vérité dérangeante que beaucoup n'osaient ne formuler qu'à voix basse ? Cependant, ce qui demeure le plus captivant dans toute cette affaire est sans conteste la non-réaction de Brigitte Bardot. Elle, d'ordinaire si prompte à réagir avec véhémence, capable de s'enflammer pour défendre un animal, a choisi de ne pas offrir de réplique directe. Son silence a pu être interprété comme la plus cinglante des réponses, une forme de mépris ultime, ou bien comme le signe d'une femme démunie face à une agression qui ne ciblait pas ses actes. Mais son intellect même. Cet événement constitue un chapitre singulier de notre histoire, un instant où Bardot inverse les rôles, passant de l'agresseur à la victime. Avec l'intervention de Marianne Faithfull, le récit bascule dans une dimension plus ténébreuse, révélant une facette, soudainement vulnérable et exposée, nous rappelant qu'une légende, si puissante soit-elle, peut attaquer, mais aussi être profondément blessée. Numéro 6, Brigitte Macron, et nous voici face au retournement de situation le plus spectaculaire, la confrontation que nul n'avait anticipée. Après avoir successivement épinglé des figures du cinéma, de la chanson et du monde intellectuel, le tableau de chasse de Brigitte Bardot prend une direction radicalement nouvelle et stupéfiante. Car, fait sans précédent, sa nouvelle cible n'est pas issue du monde artistique ou culturel, mais bien des plus hautes sphères de l'État, Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, la première dame de France. C'est à ce moment précis que l'insoumise de la Madrague dépasse une nouvelle frontière, délaissant les chroniques People, pour s'immiscer directement dans les affaires de l'État, démontrant que sa fureur ignore superbement les limites et les conventions protocolaires. Bien que Bardot ait consacré des décennies à interpeller sans relâche les gouvernements successifs, son ressentiment sous la présidence Macron s'est focalisé de façon spectaculaire sur la personne de la première dame. Pour l'ancienne actrice, le fait de voir Brigitte Macron incarner l'élégance et le raffinement à la française, tout en demeurant, à ses yeux, parfaitement insensible à la souffrance animale, représentait le summum de l'hypocrisie des élites. À travers ses interventions médiatiques toujours tonitruantes, Bardot n'a eu aucune retenue à s'adresser directement au couple présidentiel, usant d'un ton direct et dénué de toute déférence, reprochant à la première dame son indifférence face à l'horreur des abattoirs et à la barbarie de la corrida, alors qu'elle-même évoluait au sein des palais dorés de la République. L'impact de cette charge est immense, car on quitte le terrain de la simple rivalité d'ego pour entrer de plein pied dans une confrontation éminemment politique. En s'en prenant de manière aussi frontale à l'épouse du chef de l'État, Bardot opère une véritable désacralisation de la fonction. Elle signifie par là qu'à ses yeux,
Aucune position sociale, aussi prestigieuse soit-elle, ne saurait offrir la moindre immunité lorsque la cause animale est en jeu. Le contraste visuel entre les deux femmes est saisissant d'une part. Une actrice retirée du monde, vivant recluse au milieu de ces animaux, avec des traits burinés par les années et le soleil. Et de l'autre, une première dame à l'allure constamment parfaite, évoluant avec aisance sous les ors et les lustres du palais de l'Élysée. Cette offensive a immédiatement polarisé l'opinion, les uns la condamnant comme une provocation superflue, tandis que les autres louaient à l'audace d'une femme refusant de plier face à l'establishment. Ce qui demeure indéniable, c'est qu'en ciblant ainsi Brigitte Macron, Bardot a démontré sa détermination à affronter l'ensemble de l'appareil républicain pour se faire l'écho des sans-voix. Elle a ainsi métamorphosé une incarnation de l'élégance française en une rivale emblématique, couronnant sa liste d'une confrontation directe avec les plus hautes sphères du pouvoir. Indépendamment des controverses qu'elle suscite, le parcours de Brigitte Bardot constitue une formidable démonstration du courage qu'exige l'authenticité et de la puissance inhérente à un engagement sans faille. Son exemple nous rappelle qu'être entendu ne représente que la moitié du chemin. Le véritable défi consiste à posséder l'audace de mettre cette voix au service d'une cause bien plus grande que soi. Bardot a fait voler en éclats le carcan doré de son statut d'icône de la sensualité pour dédier son existence entière à la détresse animale, prouvant ainsi que l'on peut se réinventer de fond en comble au nom de ses convictions, même si cela implique de renoncer à une vie confortable et à l'adulation du public. Son itinéraire de vie singulier nous confronte à cette vérité. La véritable liberté impose un tribut considérable, celui d'accepter de déranger, de heurter les sensibilités et, à l'occasion, de choisir la solitude. Plus important encore, elle illustre que l'influence réelle ne se trouve ni dans la quête d'un accord unanime, ni dans une popularité sans nuage, mais bien dans cette force de caractère qui permet de demeurer loyal à ses principes, quoi qu'il en coûte. En privilégiant systématiquement une vérité sans phare, même dérangeante, au faux semblant d'une courtoisie convenue, elle nous transmet une leçon essentielle, celle que la valeur d'une existence ne s'évalue pas à l'aune des ovations récoltées, mais bien à la droiture morale que l'on préserve au cœur de la tourmente. En définitive, le legs le plus précieux qu'elle nous laisse est une véritable ode à la force de caractère. Il s'agit de ne jamais permettre au regard d'autrui de dicter notre identité et de toujours faire prévaloir la conscience morale sur la simple apparence.